En temps de guerre, d'incertitudes constitutionnelles et de profonds changements sociaux, Israël est confronté à des questions fondamentales sur le type de pays qu'il souhaite devenir. Dans une nouvelle série sur la loi fondamentale, nous discutons avec des dirigeants politiques qui cherchent à répondre à ces questions lors des prochaines élections, en commençant aujourd'hui avec Einat Wilf, ancienne membre de la Knesset, spécialiste en sciences politiques, défenseur d'Israël à l'échelle mondiale, et peut-être maintenant la fondatrice du parti Oz. Je suis Elana Mazal-Diamant, directrice exécutive du Forum israélien pour le droit et la liberté. Voici la loi fondamentale. Anat, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Avec plaisir. D'accord, alors allons-y directement. Pouvez-vous expliquer au public quel est votre programme? Et je devrais aussi préciser qu'il est assez unique en tant que parti israélien que vous ayez un programme tout court. Donc, bravo à vous. Oui. Donc le message principal d'Oz, et d'une certaine manière, je l'ai clarifié assez récemment. Je veux dire, nous avons une position sur de nombreux sujets dans la société israélienne. Mais je dirais que la principale raison pour laquelle je me présente avec un parti politique différent, nouveau et indépendant, et que je le partage, c'est que je sens que j'ai un rôle à jouer pour défendre Israël contre les menaces extérieures. Et je crois depuis très longtemps, que ce que j'appelle la menace idéologique, la guerre des récits, est l'arène la plus importante en ce moment, et celle dans laquelle la tempête qui s'annonce est la plus dangereuse. Donc, je dis en plaisantant que je veux m'assurer qu'Israël soit protégé contre cette guerre, afin que les Juifs et les Arabes en Israël puissent continuer à se disputer. Et l'idée, c'est que, c'est un parti politique qui permet à tous les autres partis politiques d'exister. Parce que vous savez, l'idée de la discussion et des partis politiques est vraiment centrale pour le peuple juif, pour ce qu'est la démocratie israélienne. Mais mon rôle depuis des années, voire plus de 2 décennies maintenant, a été celui de quelqu'un qui est très à l'écoute de la tempête qui s'annonçait. Que ce soit à nos frontières, parmi les Palestiniens, dans ce que j'ai fini par appeler la montée de l'antisionisme en Occident, cette guerre des récits et de l'information. Et je me suis de plus en plus concentrée là-dessus. Le parti Oz est le parti qui défend Israël contre les menaces extérieures, afin que tous les autres partis puissent continuer à se disputer à l'intérieur. Eh bien, vous avez donné cette substance sous la forme de 3 piliers fondamentaux. Et c'est une émission qui se concentre davantage sur les questions juridiques et constitutionnelles, mais j'aimerais aussi aborder une discussion concernant les trois. Ils sont tous importants. Le premier vise à promouvoir la paix sur l'acceptation du sionisme par les Arabes et les Palestiniens et à démanteler le palestinisme comme idéologie. Je lis cela sur le site du parti Oz. L'un concerne les services publics pour ceux qui servent le public, et un autre s'intitule Passer d'une mentalité d'exil à une attitude souveraine. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce programme? Oui. L'idée ici, en général, ce que le parti OZ propose pour les gens et pour Israël dans son ensemble, c'est de développer une attitude plus mature, que nous appelons souveraine, adulte, que plutôt que de fuir les problèmes, ce que nous avons fait pendant très longtemps, aussi bien sur le plan intérieur qu'international, plutôt que d'essayer d'acheter un moment de tranquillité supplémentaire en payant des groupes internes et nos ennemis. Nous devons, avec audace, comme le suggère le nom OZ, aborder certains de ces problèmes fondamentaux. Donc, l'un d'eux parle de notre politique étrangère et de sécurité, disant que nous devons avoir une vision de la paix. Nous avons besoin de dirigeants qui puissent toujours incarner l'israélien, et je dirais que le profond désir juif de paix s'accompagne, je dirais, d'une attention extrêmement ciblée. Une attention particulière doit être portée au fait que le seul obstacle à la paix a toujours été l'obsession des Arabes, et surtout des Arabes palestiniens, à nier l'autodétermination juive sur n'importe quelle partie de cette terre. Donc c'est une idée à long terme. La seconde concerne le contrat social israélien qui affirme que tant que nous n'aurons pas la paix, tant qu'Israël restera un pays petit, surpeuplé et en guerre, nous serons toujours un pays de solidarité collective et mutuelle.
Nous devons simplement nous assurer que la solidarité est réelle, que chacun contribue. Donc, l'argument dit essentiellement que tout le monde est invité à servir le pays et son peuple. Mais si vous refusez, alors vous n'avez droit à aucun des services sociaux et d'aide sociale que le pays solidaire d'Israël offre. Et le troisième pilier, passant d'un état d'esprit d'exil à une conduite souveraine, c'est en grande partie l'idée sous-jacente de maturité, de devenir adulte, de ne plus fuir les problèmes. Et cela concerne par exemple la nécessité pour Israël, en tant que pays souverain à long terme, de s'assurer que tous ses enfants soient éduqués dans l'esprit d'Israël. Cela signifie donc une éducation nationale, une éducation sioniste en langue hébraïque. Et sur les questions qui vous préoccupent, comme la Constitution, la réforme judiciaire, tout cela, le débat fait partie de l'état d'esprit souverain. Cela signifie que, plutôt que de se concentrer uniquement sur la question secondaire du bras de fer entre l'exécutif et la justice, la véritable solution serait que les deux parties rendent, qu'elles remettent une grande partie de l'autorité qu'elles ont usurpée pendant des décennies à l'unique organe en Israël qui représente le souverain, c'est-à-dire la Knesset. Il me vient à l'esprit que vous avez mentionné vous occupiez surtout du récit sur Israël à l'extérieur pour que Juifs et Arabes débattent entre eux. Je devrais aussi mentionner, voire plus souvent, les débats entre Juifs. Il me vient à l'esprit que le récit est vraiment la clé de tout ce que vous avez mentionné, dans le sens où les Haredim ont leur propre récit religieux et leur priorité et identité sociologique. Les Arabes israéliens, dans une large mesure, en ont aussi. Certainement le récit palestinien de l'identité nationale, mais l'unique domaine où vous semblez dire, vous savez quoi, établissons simplement des règles pour nous-mêmes sur la façon de nous battre sans rien régler en ce qui concerne le récit, c'est la question du droit constitutionnel. Comme le temps est court, je vais commencer par là, puis revenir aux questions des Haredim et des Palestiniens. Donc, je pense que très souvent, il y a un public anglophone pour cette émission, évidemment, et très souvent, au moins les personnes vivant, disons, aux États-Unis, pensent qu'une constitution est ce qui résout le problème ici. Et vous arrivez et vous dites, non seulement nous nous trompons complètement sur l'équilibre des pouvoirs quand nous venons d'un régime présidentiel, mais nous nous trompons aussi sur la solution. Et voici mon idée. Vous aviez quelque chose que vous aviez développé et coécrit un article à ce sujet. Pourriez-vous l'expliquer un peu plus? Donc, les constitutions ne garantissent essentiellement rien. Nous avons des sociétés qui sont terribles et qui ne sont pas des démocraties. Elles ne préservent pas les droits. Et pourtant, elles ont de magnifiques constitutions. Et certaines des démocraties les plus prospères, d'ailleurs, Israël en fait partie, la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne, n'ont pas de constitution. Et ce sont de solides démocraties qui protègent les droits des minorités et les droits humains. Donc, les constitutions ne garantissent pas une bonne société. De plus, les constitutions sont rédigées à des moments uniques de l'histoire d'une nation, comme l'indépendance, la fin d'une guerre civile ou d'une domination coloniale. Israël possède son principal document constitutionnel au moment de sa fondation, la Déclaration d'indépendance. Et il pourrait y avoir un autre moment pour une constitution, le jour où Israël aura la paix et des frontières définitives et saura qui fait partie ou non de la communauté politique israélienne. À défaut de cela, il n'y aura pas de constitution, donc il ne sert à rien de dépenser de l'énergie là-dessus. La seule chose vraiment nécessaire est de comprendre que la Knesset, le Parlement, est l'unique instance qui représente le souverain. Cette Knesset doit être renforcée par rapport à l'exécutif et au pouvoir judiciaire. D'accord, essayons de mieux comprendre cela. Ce que vous dites, en fait, je pense, c'est qu'il faut des règles sur la façon dont vous voulez gouverner, mais qu'il n'est pas forcément nécessaire de se mettre d'accord sur les questions de valeur. Et dans la mesure où il y a des questions de valeur, elles sont suffisamment abordées actuellement dans la Déclaration d'indépendance. Euh, je me questionne à ce sujet. L'une des choses essentielles que j'ai constatées, moi qui suis américaine d'origine, en arrivant ici, j'ai constaté qu'il y a ce débat profond où un côté veut vraiment que le politique, la Knesset, ait
je pense, probablement le niveau de pouvoir que vous souhaiteriez. Ils font davantage confiance à cela qu'à notre système judiciaire actuel, très interventionniste et puissant. Et puis l'autre côté dit en gros, mais si nous allons vers un mode de gouvernement plus majoritaire, si c'est vraiment là que réside le pouvoir, comme c'était évidemment le cas à la Fondation, n'est-ce pas? Mais si le pouvoir reste là, comment protège-t-on nos droits civils et politiques fondamentaux? Qu'en penses-tu? Donc d'abord, je dois dire que je pense que nous sommes déjà à un point où l'idée d'une Cour suprême très interventionniste relève plus du mythe que de la réalité. D'ailleurs, c'est un mythe qui sert aussi beaucoup de politiciens. Je l'ai vu de près. En tant que membre de la Knesset, il y a une sorte d'impuissance apprise. C'est un terme psychologique connu où l'on devient en fait dépendant de l'idée qu'on ne peut rien accomplir. Parce qu'en réalité, assumer son pouvoir demande beaucoup d'efforts et il est bien plus facile de blâmer les autres pour expliquer pourquoi on n'arrive pas à faire les choses. Donc j'ai vu ce phénomène se développer. Je le vois, je l'ai vu affaiblir la Knesset. J'ai vu de près des membres de la Knesset devenir accros à cela parce qu'ensuite, on peut faire de grandes déclarations. Vous pouvez adopter des lois dont vous savez qu'elles ne passeraient même pas l'examen d'une Cour suprême très peu interventionniste. Parce que si vous saviez vraiment que la responsabilité s'arrête ici à la Knesset, vous agiriez de manière très, très, très différente. Et je l'ai vu de près. Donc, oui, une partie de ce que je demande, ce ne sont pas seulement des mesures concrètes qui renforcent la Knesset. Il y a beaucoup de choses techniques qui peuvent être faites pour renforcer la Knesset, mais une partie, c'est aussi une question d'attitude. Cela revient à l'état d'esprit souverain plutôt qu'à celui de l'exil, celui qui prend ses responsabilités, celui qui comprend que cela nous appartient. Encore une fois, c'est une autre raison pour laquelle je me lance en politique, parce que l'idée que nous avons eue pendant très longtemps, que nous pouvions déléguer notre politique à des personnes qui, puis-je dire, ne le sont pas. Le meilleur que le peuple d'Israël a à offrir, c'est que nous ne pouvons pas avoir un pays bien gouverné si nous n'avons pas nos meilleurs éléments. Les gens vont au gouvernement, dans la fonction publique et à la Knesset. Et ce sont des choses que l'on ne peut pas légiférer. Ce sont des questions d'état d'esprit, des questions que l'on peut incarner. Ce sont des choses que l'on peut demander aux gens de suivre, mais il faut montrer l'exemple. Donc je suis d'accord avec vous. Il y a eu un long processus d'affaiblissement de l'idée de souveraineté. D'ailleurs, en Israël, nous ne sommes pas un cas unique à cet égard. L'affaiblissement des organes législatifs au profit des organes exécutifs et judiciaires est un phénomène universel dans toutes les démocraties. En Israël, c'est un peu plus extrême à cause de notre contrôle des territoires qui est uniquement judiciaire et exécutif et non parlementaire. Mais la solution, dans tous les cas, est de renforcer à nouveau les organes souverains, les organes législatifs. Donc, avant que nous parlions réellement de ce que c'est, je voudrais me concentrer un moment sur ce que vous avez dit pour bien comprendre. Ce phénomène dont vous avez parlé à propos de l'impuissance apprise et de la législation irresponsable est quelque chose qui a déjà été abordé dans cette émission. En fait, je crois même que la semaine dernière, cela a été évoqué brièvement dans le cadre d'une discussion sur les Haredim et les interventions de la Cour à ce sujet. Et l'un de mes arguments était vraiment que c'est l'un des exemples les plus difficiles à utiliser comme illustration, même si, d'un point de vue technique, on peut le démontrer. Le tribunal est intervenu à plusieurs reprises sans aucun fondement. Il l'a fait uniquement sur la base de l'autorité qu'il s'est lui-même octroyée, en provoquant de grands changements sociaux et politiques et de nombreux bouleversements, n'est-ce pas? Mais en même temps, on peut regarder le type de législation et le blocage politique qui ont émergé autour de cette question. Et donc, il est très difficile de présenter de façon convaincante l'argument que ce n'est pas quelque chose que les gens ressentent émotionnellement comme nécessaire. Je comprends cela. Cependant, selon presque tous les critères, le système judiciaire israélien est bien plus interventionniste que celui de presque toutes les démocraties occidentales. Je pense que l'on pourrait peut-être faire certains parallèles avec l'Inde, mais vous savez, entre les juges qui sont impliqués dans la sélection des juges, et puis ceux qui ont constitutionnalisé des lois, qui se sont octroyés le contrôle juridictionnel, qui annulent des lois, qui utilisent la notion de raisonnabilité. Vous voyez donc, cette liste existe vraiment.
Maintenant, il y a des personnes, comme je l'ai dit, qui pensent que c'est justifié. Je voudrais que quelqu'un rassemble ceux qui trouvent cela justifié et ceux qui ne le pensent pas autour d'une nouvelle vision, peut-être celle que vous proposez, mais je me sentirais un peu comme si j'avais raté quelque chose si je ne le mentionnais pas aussi. Je pense que l'équité l'exige. Euh, Pourquoi ne pas présenter votre solution avant mon second point? Je veux vraiment vous écouter. Et dans ce cadre, s'il vous plaît, évidemment, vous pouvez contester tout ce que j'ai dit. Encore une fois, la seule véritable solution est de renouer avec la Knesset comme l'unique organe directement élu par le peuple. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela implique? Eh bien, cela implique plusieurs choses. Certaines sont techniques et d'autres, comme je l'ai dit, ne peuvent être incarnées que par soi-même. C'est une question d'état d'esprit. Les choses qui sont techniques. La Knesset israélienne, nous avons besoin de ce que certains appellent une constitution minimale, c'est-à-dire une loi qui établit essentiellement une véritable hiérarchie des lois et détermine essentiellement quelles lois sont plus constitutionnelles sans se limiter au contrôle juridictionnel et lesquelles peuvent l'être, ou du moins à un niveau très limité. Voilà une chose. C'est en quelque sorte les règles du jeu plutôt que le chaos que nous avons actuellement. Au-delà de cela, la Knesset est l'un des plus petits parlements du monde par habitant. Nous devons l'agrandir au moins de 120 à 180 membres, voire plus. Parce que nous n'avons pas, à la Knesset israélienne, assez de personnes qui sont simplement des parlementaires et qui siègent dans les commissions. Vous savez, je devais courir entre cette commission. Ce n'est pas normal. Nous avons besoin d'un membre de la Knesset par commission afin que vous puissiez développer une expertise, vraiment être capable de surveiller le travail du gouvernement. Les membres de la Knesset ont besoin de plus de budget, de plus de pouvoir, de la capacité de vraiment convoquer les ministres, de convoquer les fonctionnaires. Le Premier ministre doit avoir une séance de questions au gouvernement chaque semaine, pas seulement une fois toutes les quelques semaines, lorsqu'il y a 40 signatures, et ensuite il daigne venir parler à la Knesset. Nous devons raviver l'idée que le Premier ministre est le Premier ministre, le premier parmi les ministres, mais pas une position placée bien au-dessus des autres. Ils doivent se présenter devant les commissions. Ils doivent venir devant la Knesset. Ils doivent répondre aux questions. Nous devons éliminer complètement ce mécanisme désastreux de ce qu'on appelle les Norvégiens conditionnels. La seule chose qui donne encore du pouvoir aux membres de la Knesset, même dans une Knesset très affaiblie, c'est qu'ils ne peuvent pas être renvoyés. Les Norvégiens conditionnels, cette nouvelle catégorie de membres de la Knesset, qui sont essentiellement amenés à siéger à la Knesset. Lorsqu'un ministre démissionne, mais que le ministre peut revenir à la Knesset, cela revient effectivement à renvoyer des membres de la Knesset, créant ainsi une classe inférieure de membres de la Knesset qui peuvent être licenciés par les ministres. Il n'y a vraiment pas de plus grande humiliation et d'affaiblissement de la Knesset que ce système des Norvégiens conditionnels. Donc, ce sont des questions techniques. En hébreu, on dit tchok, comme le tchok norvégien. Mais en anglais, ça sonne un peu étrange. Je sais, c'est vrai, non? C'est tiré. Je suppose que l'inspiration est norvégienne. Et c'est une question de savoir quand quelqu'un devient ministre, qui va prendre sa place en tant que membre de la Knesset. Exactement. Et le fait que ce soit conditionnel. Le plus important ici, c'est si vous avez créé une sous-catégorie de parlementaires qui peuvent être renvoyés par le gouvernement. Et ça, je veux dire, il n'y a pas de plus grande humiliation ni d'affaiblissement de l'organe souverain. Cela doit absolument disparaître. Je suppose que j'ai deux questions avant de revenir à votre programme plus large parce que je ne veux pas forcément vous piéger dans les sujets que je trouve les plus intéressants. Mais à quoi ressemble gouvernement et pouvoir judiciaire avec une Knesset plus forte? Comment change-t-il, n'est-ce pas? Deux choses. Concernant le pouvoir judiciaire, toute la question de la nomination des juges et tout ça, si je peux me permettre, je pense que l'un des plus grands problèmes d'Israël, c'est que trop de gens ont fait leurs études de droit aux États-Unis.
En conséquence, ils ont tendance à apporter une certaine façon de penser américaine à toutes les questions de politique électorale qui n'a absolument aucune pertinence pour Israël. Nous sommes une démocratie parlementaire. C'est une bonne chose que nous soyons une démocratie parlementaire. Les démocraties parlementaires sont les démocraties les plus stables au monde. L'Amérique est l'exception plutôt que la règle. C'est aussi le cas pour la Constitution. Comme je cite Alan Dershowitz, qui a dit que si les Américains d'aujourd'hui devaient rédiger une constitution en sachant tout ce qu'ils savent sur la façon dont leur constitution a été interprétée, ils ne pourraient jamais créer quelque chose d'aussi élégant. Le système américain, la relation entre le Congrès, le président, le pouvoir judiciaire, zéro, absolument aucune pertinence pour Israël. Donc, une fois qu'il est clair que la Knesset est l'endroit où toutes les questions de valeur sont débattues, il importe en réalité beaucoup moins de savoir comment les membres de la Cour suprême sont élus. La notion de diversité de représentation, ils doivent représenter différentes opinions, différents points de vue plutôt que différentes. Les attitudes judiciaires deviennent alors sans importance car leur seul travail est vraiment de juger selon la loi. Mais la loi est faite par le législateur. Donc cela devient une question beaucoup moins controversée. Les questions de valeur reviennent à la Knesset. Et encore une fois, vous pouvez le montrer avec le temps. Quel est le problème? Parfois, pour éviter que les gens ne s'énervent émotionnellement à propos d'Israël, je prends l'exemple de l'avortement. On pourrait dire qu'en 1973 aux États-Unis, la Cour suprême a vraiment fait quelque chose pour les femmes. Les femmes, vous savez, en rendant essentiellement l'avortement possible au niveau fédéral. Voyez ce qui s'est passé après. Ma collègue, la docteure Shimi Moore, compare cela à l'Irlande. L'Amérique est restée bloquée pendant les 50 années suivantes sur la Cour suprême. Qui nomme? Qui nomme? C'est devenu la question centrale. Qui va renverser Roe versus Wade? Blablabla. Au même moment, un pays très conservateur, l'Irlande, est passé par le processus parlementaire pour débattre de cette question. Et lorsque le Parlement a essentiellement mis fin à toutes les interdictions, la loi a été adoptée avec une large majorité et ce n'était plus un problème car la société avait pu passer par ce processus. Nous devons aussi passer par là, comme je l'ai dit, on ne peut pas légiférer là-dessus. Ce n'est pas technique. C'est un état d'esprit. Il faut accepter que nous réglerons nos différends au Parlement. Cela signifie que tous les participants au Parlement, de droite comme de gauche, doivent réapprendre à débattre, à convaincre. Nous avons des problèmes des deux côtés. La gauche a tendance à s'adresser à la Cour suprême. La droite, surtout dans les territoires, a tendance à agir en dehors du consensus national. Ils font des choses sans jamais les soumettre au vote de la Knesset. Donc, l'idée que vos adversaires politiques sont des rivaux politiques, ce ne sont pas des ennemis. Vous devez les convaincre. Vous devez utiliser des arguments. Vous devez vous mobiliser. Vous devez vous organiser. Ce sont des muscles que, sur l'ensemble de l'échiquier politique, nous devons réentraîner. Et nous sommes plus susceptibles de les réentraîner pour revenir à l'impuissance apprise si nous n'avons pas de solution de repli. C'est pourquoi l'un des messages faisant partie d'un état d'esprit souverain est que nous devons avoir une position claire sur les territoires. Et nous devons être clairs sur le fait que la Cour suprême juge selon la loi, mais que nous débattons de nos différences de valeurs à la Knesset. Et bien sûr, en ce qui concerne le gouvernement, j'ai expliqué ce que cela signifie. Le gouvernement est soumis à un contrôle intense de la part de la Knesset. Il n'y a pas de membres conditionnels à la Knesset. Les membres de la Knesset ont leur propre pouvoir indépendant, disposent de leur budget, ont la capacité de convoquer des ministres et de convoquer des fonctionnaires. Et le Premier ministre doit en fait se rendre à la Knesset bien plus souvent qu'il ne le souhaiterait pour parler aux membres de la Knesset. Et il doit sans cesse défendre sa position. Pas seulement de temps en temps parce qu'il n'est que Premier ministre ou un jour peut-être elle ne sera que Première ministre et non une figure au-dessus de tout. D'accord. Eh bien, je voudrais juste répondre à une chose que vous avez dite, puis j'aimerais vraiment passer à autre chose. Vous aviez dit qu'il n'y avait rien, j'admets être partiale comme américaine ayant étudié le droit aux États-Unis.
Je serais absolument d'accord avec vous pour dire que l'équilibre des pouvoirs entre le Congrès, la présidence et le pouvoir judiciaire aux États-Unis n'est pas censé être reproduit ici à l'identique. Et en fait, peut-être que certains des problèmes que nous avons ici aujourd'hui remontent essentiellement au fait que le pouvoir judiciaire a, en quelque sorte, fait évoluer les choses, de sorte que nous avons commencé à penser en ces termes parfois dans les discussions sur le droit et la gouvernance. Je dirais cependant que la tradition de liberté qui a inspiré cette structure, qui peut également être appliquée à d'autres formes de gouvernement, y compris les gouvernements parlementaires, est quelque chose que vous faites de manière unique. On l'apprend peut-être là-bas, mais en Israël, on n'y est sûrement pas exposé. Donc, je ne suis pas d'accord. Même si je suis une grande admiratrice des pères fondateurs et de la tradition libérale américaine, elle n'est pas unique. Beaucoup de Juifs seront les premiers, et même des Américains seront les premiers à dire que, bien sûr, les pères fondateurs ont été fortement influencés par la tradition hébraïque juive et les traditions des Lumières européennes. Ce n'est pas unique. Et il y a une raison pour laquelle la déclaration d'indépendance israélienne n'utilise pas de termes étrangers comme démocratie et parle de la vision des prophètes hébreux. Donc, mais en termes de structure, les structures pertinentes pour Israël sont les démocraties parlementaires. L'Amérique, on peut parler encore une fois de la liberté et tout ça. C'est très bien, mais cela existe aussi ailleurs. En termes de structure, la structure américaine n'est absolument pas pertinente. Non, je pense qu'en ce qui concerne la structure, nous sommes d'accord. Je dirais, écoutez, j'ai eu le privilège d'assister à des cours de droit ici en Israël, et j'ai parfois été quelque peu choquée par certaines choses que j'ai entendues, où la liberté est présentée comme l'ennemi de l'égalité. Pas partout, mais par un certain nombre d'enseignants, et où la liberté de religion est interprétée comme la liberté vis-à-vis de la religion, et ainsi de suite. Donc, vous savez, je n'ai pas vraiment besoin de limiter cela aux États-Unis. Je vais évoquer la tradition anglo-saxonne de la liberté qui, à mon avis, offre beaucoup en matière d'adaptation. Vous avez raison, elle s'inspire aussi de sources hébraïques. Et maintenant, je vais simplement continuer. Je vais continuer. Mais je veux juste dire, Une chose de plus, à propos de ça, j'ai un collègue qui a écrit un magnifique plaidoyer, Shlomo Fisher, il y a de nombreuses années. Il disait les Juifs américains sont protestants, les Juifs israéliens sont catholiques. Et l'un de ses arguments est que beaucoup de l'incapacité des Juifs américains et israéliens à discuter de certains sujets vient du fait que la tradition juive américaine repose sur la vision protestante de la religion, qui sous-tend la liberté, l'émancipation, ce genre de choses, alors que la tradition israélienne repose beaucoup plus sur la tradition française, anticléricale, venant essentiellement des pays catholiques, qui considèrent la liberté et l'émancipation comme issues de la rébellion contre le pouvoir clérical, contre la religion dans son sens structurel et clérical. Donc oui, une autre chose à comprendre est de voir à quel point le sionisme et Israël proviennent d'une tradition européenne différente concernant la signification de la liberté et la manière dont elle est garantie. non, cela comporte certainement ces aspects de façon très marquée. Bien sûr, nous avons aussi commencé comme socialistes. Nous avons donc évolué et progressé depuis un moment. Hum, je pense. D'accord. Poursuivons cette discussion hors antenne. J'aimerais revenir à votre point sur l'appartenance au corps politique, n'est-ce pas? Et cela nous amène vraiment, je pense, à la fois à la question du service ou des avantages liés au service, ce qui, j'en suis sûr, s'applique aux Haredim. Je ne sais pas si cela concerne les Arabes d'Israël, mais vous expliquerez. Tout le monde, absolument. Alors, parlez-moi de à quoi cela ressemble aussi, parce que, comme nous le voyons maintenant avec les Haredim, malgré le fait que nous ayons une pénurie de main-d'œuvre et malgré le fait que nous ayons un déficit économique, si nous n'arrivons pas à intégrer une bonne partie de cette société dans la population active, je vois des difficultés des deux côtés. Évidemment, les Haredim et un certain pourcentage des Haredim rendent la vie très difficile à la société israélienne, point final, en refusant de servir sous quelque forme que ce soit, en manifestant et en bloquant les routes. Et ça, c'est un aspect du problème. D'un autre côté, il y a quelque chose qui a éveillé ma curiosité. Je crois qu'hier, 5 membres du Conseil de l'enseignement supérieur d'Israël ont démissionné après l'adoption d'une loi que je n'ai pas encore lue, je l'avoue, et que tu connais peut-être beaucoup mieux,
mais qui essentiellement semblait permettre des programmes non mixtes au sein des universités. Et cela a provoqué un tollé, et cela m'a semblé être quelque chose dont on aurait probablement besoin si l'on voulait intégrer les Haredim ou des personnes ayant une conviction religieuse très stricte. Je voudrais entendre ton avis sur ce à quoi devrait ressembler l'avenir en ce qui concerne la conscription et éventuellement les aménagements pour tenir compte de la culture de la société Haredi. Alors, commençons d'abord par l'idée de la société Haredi en Israël. La société Haredi en Israël est une création qui a commencé dans les années 80. Elle n'a rien à voir avec la Torah, les mitzvot ou la tradition. C'est le résultat d'un système d'incitation pervers et incroyablement bienveillant. Bienveillant dans le sens où il est très coûteux, mis en place par l'État sioniste. Donc, l'idée que cela serait une forme de vie ancienne est totalement déconnectée de toute réalité empirique. Cela a commencé dans les années 80 et cela a atteint son ampleur actuelle grâce, en gros, à ce qu'on voit quand on entre dans le détail. La totale réorientation du très généreux État-providence israélien vers le soutien de cette forme de vie. Donc, la façon de faire est très simple. Je ne parle pas de la conscription des Haredim. Je ne parle pas de leur mode de vie. Je ne pense pas que ce soit le rôle de l'État d'intervenir dans un sens ou dans l'autre. Tant qu'Israël reste un petit pays en guerre, il a besoin de personnes pour servir. Et ce que nous proposons est très simple, très équitable et inclusif. Tous les Israéliens ayant l'âge requis. Et quand je dis tous, c'est vraiment tous. Femmes, hommes, juifs de tous horizons, arabes, recevront un avis de conscription à l'âge approprié. Ils doivent tous se présenter au Bakoum, au centre d'incorporation, être soumis à la loi militaire israélienne, enfiler l'uniforme. Le mot en anglais ici est très instructif. Uniforme. Elles ont leurs capacités individuelles. Ceci est Klita. Ensuite, lorsqu'elles doivent aller à Miyun, lorsqu'elles doivent être affectées aux besoins du service israélien, cela concernera tout, du service militaire à l'agriculture, en passant par la santé et l'éducation. Deux choses sont alors claires. Il n'est pas nécessaire de donner de pture ni de dispense à qui que ce soit. Siffler. Tout le monde peut faire quelque chose pour la collectivité. Il y a toujours quelque chose à faire. Deuxièmement, il n'est pas nécessaire de faire des concessions particulières. Ici, je partage tout à fait l'avis de Ben Gourion. Cacheroux de base, Shabbat de base, c'est tout. C'est un ballon. Assurez-vous que le patient profite immédiatement de l'exemption Haredi. Oui, je sais, mais c'était très... Oui, ce n'est qu'avec le gouvernement Begin que toutes les barrières ont été levées et que le processus a vraiment commencé. Avant cela, on pouvait être haredi, servir, beaucoup l'ont fait, travailler, payer des impôts. On pouvait en fait être haredi et faire tout cela. C'est pourquoi je suis contre le fait d'accorder des aménagements particuliers. Tout cela doit se faire au cas par cas. L'une des choses choquantes à constater dans le mode de vie haredi, c'est qu'ils n'interagissent pas avec l'État d'Israël. Tout passe par des intermédiaires pour tout. Alors, supprimons les intermédiaires. L'État travaille directement avec les individus. Et cela se fait au cas par cas. Si un haredi, mon exemple préféré est celui-ci, si un haredi fait une crise de nerfs en voyant une femme à 3 kilomètres, il sera affecté à la cueillette des avocats. Si un haredi, et beaucoup ont siégé avec moi à la Knesset, peut s'asseoir à côté d'une femme et avoir une discussion rationnelle, il pourra rendre un service plus utile. Mais l'idée qu'il faille faire des concessions, absolument pas. C'est à vous de le faire en tant qu'individu. Si vous rencontrez de réels problèmes, alors vous serez affecté à un service où vous en souffrirez moins. Mais que tout le système doive s'adapter à des particularités apparues ces dernières décennies, absolument pas. Je ne pense pas à tout le système. Je veux dire, oui, Je parle par exemple de troupes non mixtes, des troupes spécifiques. encore une fois, Je parle de programmes académiques avec des programmes spécifiques, pas de programmes généraux. je ne le répète pas. Toi, je les ai vus à la Knesset. Si tu es incapable de faire cela, alors encore une fois,
tu peux faire un autre type de service. Tout le monde servira, mais c'est individuel, ce n'est pas collectif. L'idée que nous ayons des secteurs, des collectifs qui servent d'intermédiaires vis-à-vis de l'État, je pense que c'est une abomination qui doit disparaître. Si, en tant qu'individu, tu ne peux pas le supporter, alors en tant qu'individu, tu feras un service où, tu sais, comme je l'ai dit, tu t'occuperas d'avocat, le fruit, du matin au soir, et c'est très bien. Mais tu ne peux pas exiger que tout le monde s'adapte à cela, encore une fois, dans un mode de vie particulier qui est assez récent et qui n'est apparu qu'en raison de la bienveillance de l'État sioniste. Donc, absolument pas. L'idée, c'est que l'intermédiaire est supprimé. Il n'y a pas de secteur, il n'y a qu'Israël et les citoyens israéliens, et ils sont tous invités à servir. Et bien sûr, si tu refuses, je te compare au fils méchant dans la Haggadah. Si après t'avoir donné tous les choix, du travail avec des avocats jusqu'au service militaire, tu refuses encore, alors c'est ta responsabilité. Tu es le fils impie de la Haggadah. Tu es la personne qui a dit ceci est à toi, pas à moi. Très bien. Tu ne recevras rien de l'État-providence israélien dans la mesure où tu aurais besoin de services. Tu devras payer leur coût total et complet sans aucune aide. Alors faisons-le. Je vais te poser encore 2 questions, si tu permets, puis nous conclurons. Ce n'est pas qu'il y ait plusieurs sujets, mais c'est une seule émission. J'espère que tu reviendras pour qu'on se concentre sur certains sujets. Je voulais donner un aperçu général. J'espère aussi pouvoir le faire avec d'autres membres ou des personnes qui se présentent, parce que j'aime vraiment aller au fond des idées des gens. Et comme tu le sais, le cycle politique israélien tue pratiquement toute discussion de fond. Et je te félicite pour cela. Je te félicite aussi. Parlons un instant, tu sais, de cette idée que tout le monde va à l'armée, qui repose évidemment sur une autre base culturelle. Et l'une de ces choses, c'est qu'en Israël, il y a l'enseignement de l'hébreu pour tous. Je ne sais pas si les téléspectateurs comprennent vraiment à quel point le système éducatif est actuellement fragmenté, tant au niveau du contenu que de la langue. Et peut-être que tu devrais décrire le problème que tu essaies de résoudre là-bas et expliquer comment tu penses que cela permet de le résoudre. Oui, le système éducatif israélien est divisé en plusieurs systèmes, dont deux sont le système scolaire arabe et les différents systèmes scolaires haredim. Dans l'ensemble, ce sont des systèmes qui sont financés par l'État d'Israël, mais qui ne sont pas correctement supervisés par celui-ci. Et, structurellement, ils éduquent leurs membres à une forme d'hostilité envers l'État et le collectif. Au point que, comme je l'ai dit, on obtient ce pourquoi on paie. Et l'idée, c'est qu'encore une fois, un état d'esprit souverain, c'est celui qui ne fuit pas les problèmes, mais qui les traite à la racine. Encore une fois, il peut y avoir différentes écoles avec différentes versions, mais il faut qu'il y ait un principe. Et encore une fois, c'est l'idéal républicain très européen qui n'existe plus vraiment en Europe aujourd'hui. Mais l'idée qu'une nation se crée à travers son éducation, vous savez, beaucoup de gens me reprochent, m'accusent d'essayer de raviver les idées de Ben Gourion concernant à la fois le système éducatif et l'armée, comme formant le collectif, comme formant la nation, comme formant la conscience nationale et collective, et c'est une accusation que j'accepte avec amour. Oui, c'est exactement ce que je pense que nous devons faire. La seule différence, c'est que maintenant, selon moi, cela devrait être ouvert à tous. L'invitation est adressée à tout le monde pour participer. Et l'idée est donc qu'Israël devrait permettre et financer un seul type d'enseignement de base. Comme je l'ai dit, national, sioniste, oui, on peut être arabe, musulman et sioniste. Je dis cela pour nos ennemis. Je le dis en Israël et en hébreu. Cela doit être la base pour tous. Ensuite, vous pouvez ajouter les budgets de l'État, les budgets locaux. Vous voulez l'arabe, vous voulez la guémara, vous voulez ce que vous voulez, mais seulement après que la base ait été créée. Un État souverain normal ne finance pas des systèmes éducatifs qui produisent structurellement des diplômés hostiles à l'État et au collectif. Eh bien, nous allons passer à autre chose maintenant. Malheureusement, il n'y a qu'une seule question pour le moment, mais nous allons passer à
cette question très importante, d'essayer d'amener les Palestiniens, d'une part, à reconnaître le sionisme et d'autre part, à abandonner leur culture actuelle de la terreur et de la haine des Juifs. J'ai regardé plusieurs podcasts dans lesquels vous discutez de la nécessité de cette démarche et vous expliquez, je pense, de façon extrêmement éloquente, simplement l'ampleur de l'imprudence d'avoir laissé cela se développer aussi longtemps, de l'avoir subventionné aussi longtemps et de l'avoir apaisé aussi longtemps. Et vous savez, je sais que vous-même avez évolué d'une certaine manière parce que vous étiez au gouvernement en tant que conseillère au moment du désengagement et vous savez vraiment, je pense que vous avez présenté l'un des meilleurs arguments en anglais que j'ai vu d'une Israélienne. Je ne comprends pas comment vous envisagez concrètement ce processus ni quelles politiques doivent être appliquées, hormis la réduction de l'aide souvent mentionnée. Encore une fois, comment y parvenir? Quelle est la feuille de route? Donc, que ce soit au niveau national ou international, ou avec nos ennemis, et surtout avec ce que j'ai fini par appeler le palestinisme, je le crois sincèrement. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Les idéologies ne fonctionnent pas dans le vide. Elles sont financées, les gens sont endoctrinés, les gens sont dans les écoles. Vous pouvez le voir avec le palestinisme. Il y a un film qui s'appelle Anra, un documentaire que les gens peuvent voir en ligne, réalisé par Kanahat Isra. Il est basé sur les livres La guerre du retour et Retour d'octobre. Et ça montre vraiment, une fois que vous le voyez, ça devient en fait très clair ce qu'il faut défaire. Vous devez essentiellement annuler tout cela. Vous devez retirer le carburant, le financement, le système éducatif, les organisations comme l'UNRWA qui lui confèrent une légitimité. Les habitants de Gaza sont d'une certaine façon des réfugiés de Palestine, tout comme un avocat de la classe moyenne à Ramallah. Ce qui est incroyable, c'est que beaucoup de gens pensent entendre ce que je dis, et je parle du palestinisme qui repose sur 3 questions: le retour, le statut de réfugié, l'UNRWA. Et beaucoup de gens entendent cela et se disent: c'est vraiment peu impressionnant. C'est tout? Voilà l'histoire. Et l'une des choses qui me font me taper la tête contre les murs, c'est: arrêtez de penser selon vos propres critères. Pensez à ce qui compte pour eux et attaquez ce qui compte pour eux, pas ce que vous pensez qui compte. Et ce qui compte pour eux, c'est le statut de réfugié, euh, le retour et l'UNRWA. C'est ça qui les préoccupe. Vous pouvez vous raconter que ce n'est pas si important, mais pour eux, ça compte énormément. Et nous ne l'attaquons pas, et certainement pas suffisamment. Pas assez. Nous ne mobilisons pas nos ressources diplomatiques, politiques et financières pour mener ce combat et clarifier la situation. À Gaza, j'ai proposé un plan depuis le début. Diviser Gaza en au moins 2 sections, une Gaza de guerre et une Gaza de paix. Commencer à traiter les Palestiniens comme des adultes. Encore une fois, c'est un thème de ma vie. Je suis contre l'impuissance apprise. Il n'y a pas de peuple qui ait été autant encouragé, entretenu et qui ait été autant maintenu dans l'impuissance apprise que les Palestiniens. C'est une tragédie pour eux. C'est une tragédie. Pour nous, ça suffit. Et la façon d'y parvenir, c'est de créer un sentiment de choix et d'autonomie. S'ils veulent consacrer leur guerre à détruire l'État juif, très bien, alors nous ne leur devons rien. Créez cette partie de Gaza en guerre, rattachez-la à l'Égypte, coupez-la d'Israël et dites: vous voulez être en guerre avec nous, très bien, mais nous ne vous devons rien. Mais nous irons au-delà, vous savez, inspirés par les Américains au Japon, les Alliés en Allemagne nazie. Nous allons créer une zone appelée Gaza de guerre ou de paix et dans la Gaza de paix pour y entrer. Pour être éligible à la construction, à la création, vous devez être retiré des listes de l'UNRWA. En tant que réfugiée palestinienne, vous devez déclarer publiquement que vous renoncez à toute idée de droit au retour. L'UNRWA ne sera pas là. Et parfois, des gens me disent: mais personne n'acceptera. Je réponds: très bien, alors nous sommes. Nous avons un endroit précis avec lequel nous sommes constamment en guerre, et au moins nous. Nous ne donnons rien et nous ne construisons rien et nous ne donnons ni carburant ni oxygène à nos ennemis. Mais encore une fois, cela commence par traiter réellement les Palestiniens comme des adultes, prendre leurs paroles au sérieux et leur donner un vrai choix. Mettre fin à leur guerre centenaire contre le sionisme ou en subir les conséquences?
Mais nous avons fait partie d'un monde qui leur a permis à plusieurs reprises d'échapper aux conséquences. Je suppose qu'il ne reste qu'une dernière question et on me demande déjà de finir, donc je ne peux même pas mentir pour en poser une autre. Mais t'es aussi très clair lors de tes interviews, généralement du moins quand je te pose la question. Tu te présentes comme une femme de gauche et tu l'as fait. T'as créé Oz comme quelque chose qui, selon toi, dépasse les distinctions gauche-droite et tu penses que des personnes de gauche comme de droite peuvent s'y retrouver. Et je me demande, comment tu réconcilies ces 2 choses? C'est-à-dire, est-ce que la distinction gauche-droite est encore importante aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que tu es de gauche plutôt que d'autres choses? Qu'est-ce qui s'est passé dans le paysage politique israélien à ces catégories ces dernières années? Et ensuite, je vais devoir te souhaiter bonne chance et espérer te revoir une autre fois. Bien sûr, je suis toujours ravie de revenir et d'avoir des conversations approfondies. Et tu as raison, nous devons en avoir plus souvent. Tout simplement, je me suis souvent décrite comme une femme de gauche parce que beaucoup de gens, quand ils entendent ce que je dis sur le palestinisme, sur le fait qu'ils sont tous, presque sans exception, unis derrière une idéologie de destruction. Ils disent que c'est incroyablement de droite et d'une certaine manière, c'est pour forcer les gens à sortir des catégories. J'utilise cela presque comme un outil pour forcer les gens à écouter réellement le contenu plutôt que de réagir immédiatement, ce qui est très humain. Les gens veulent vous mettre dans une case particulière et je leur dirai sur les questions de religion et d'État. Vous m'avez entendu ici, le service pour tous, des choses comme ça. Je ne sais pas comment vous appelez ça la gauche, les questions de droit pour tous, la liberté, l'importance de la laïcité. Je suis vraiment, on pourrait dire, à gauche, mais quand vous m'entendez parler du palestinisme, j'ai l'air très à droite. Et j'ai utilisé cela pour finalement forcer les gens à en arriver à un certain point. Comme l'a dit récemment une femme, elle a dit, en fait, je n'arrive pas à vous situer. Vous n'êtes ni à droite, ni à gauche, ni au centre, car vous exprimez vraiment quelque chose, a-t-elle dit. Vous êtes dans une autre dimension. Et à un moment donné, j'ai fini par accepter cela et j'ai essentiellement dit, écoutez, Oz existe vraiment en tant que parti avec des idées. Même ce dont nous avons parlé concernant les questions judiciaires traverse toute notion de droite et de gauche. Et ce, pour 2 raisons qui me semblent indispensables à Israël actuellement. Ah, je pense vraiment qu'il faut parler du fond et des divisions en bloc, et de droite, de gauche, et entre les pro-Bibi et les anti-Bibi ont tué toute notion de discours politique sérieux et de fond, à notre détriment. Donc d'abord, j'essaye de assumer l'effort de m'en affranchir. C'est difficile, tout le monde veut te remettre dans une case et j'essaye de résister à ça. Ce n'est pas facile, mais mais ça fait aussi partie du combat. Et c'est par là que j'ai commencé, c'est l'une de mes plus grandes forces. Et là-dessus, je pense que je suis unique. Coalition, opposition, n'importe quel parti politique, c'est ça. Je comprends la guerre de l'information, de la conscience et du récit d'une manière que je n'ai vue chez personne d'autre. Certainement pas à temps et certainement pas assez pour prendre les bonnes mesures comme il le faut. C'est la seule chose pour laquelle j'ai prévenu les gens à l'avance. Vous savez, c'est l'une des raisons, et je vais tout relier, pour lesquelles je n'arrive pas à m'enthousiasmer. Pendant la période de la réforme judiciaire, un camp disait, si nous ne faisons pas passer la réforme, Israël est une dictature. L'autre camp disait, si la réforme passe, Israël devient une dictature. Moi, je disais, tant que vous vous disputez, nous sommes en démocratie. Et je me suis concentrée sur les Palestiniens à Gaza, alors que tout le monde me disait, ce n'est pas suffisant, n'y va pas, c'est stupide, ce n'est pas important. Donc mon rôle, et je reviens au début, c'est d'être le seul parti qui regarde ce qui se passe à l'extérieur, qui voit la tempête qui approche, qui se mobilise pour cela, qui agit. Ainsi, ensuite, en Israël, nous pouvons continuer à débattre. Et que ce débat dure longtemps. Je vous souhaite bonne chance, je ne suis pas sûre. Cela existe aussi en ce moment, c'est déjà officiel. Absolument, c'est un parti enregistré. D'accord. Eh bien, alors je vous souhaite bonne chance. J'espère que nous pourrons continuer cette conversation, vous et moi, et j'ai hâte de découvrir la suite de la série aussi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. Merci. Merci.